J'habite sur une île. Les îles présentent une caractéristique dont on néglige probablement trop souvent l'impact. Pour arriver sur une île, vous ne pouvez le faire que par la mer ou les airs. Et cela change tout. La période n'était pas bonne. Il y avait face à moi cet immeuble qui se dressait chaque matin. La façade sans fin, dont j'avais renoncé à compter le nombre d'étages, m'écrasait. Métaphore machiavélique d'un obstacle que d'invisibles ennemis auraient dressé sur ma route. J'avais conscience qu'il n'en était rien, mais les forces me manquaient pour dépasser cette image qui s'imposait chaque matin. Si je vous ai dit que la période n'était pas bonne pour moi, c'est seulement ou probablement telle qu'elle m'apparaissait. Mais la situation n'était rien. La situation était ce que je lui attribuais comme valeur, ou plutôt l'architecture complexe de contraintes sans espoir que je tissais méticuleusement dans un élan qui aurait pu passer pour du masochisme. Je ne vous décrirai pas la cause de ma disposition du moment. Ce n'est probablement pas intéressant. Je devrais plutôt dire que ce n'est pas intéressant si l'on considère que ce qui faisait problème était mon rapport à la situation plutôt qu'elle-même. Je pris conscience de cela un matin au lever du soleil sur le pont d'un bateau qui me ramenait sur mon île. Dans un contre-jour ne me permettant pas de distinguer les détails précis du contour des bâtiments, je ne vis qu'une ligne harmonieuse détachée d'un fond de lueur naissante. En cet instant furtif, ce lieu que j'habitais pourtant depuis toujours m'apparut sous un angle inédit. Mais avant de vous parler de tout cela, je souhaiterais vous détailler quelques éléments, vous dire comment se construisait mon rapport à la situation. Si je souhaite vous préciser cela, ce n'est pas pour vous étaler ma vie ou chercher un peu de soutien dans votre éventuelle écoute. Non, j'aimerais vous dire en quelques mots ce qui s'est passé dans ma tête pour que vous puissiez comprendre. J'aimerais vous faire saisir ce que fut l'effet, quelque part dans mes limbes cérébraux, de cette illusion d'optique survenue à bord de ce bateau. Une lucidité nouvelle, émergeant dans le froid d'un petit matin qui n'aurait dû qu'enrichir la liste déjà riche de mes contrariétés du moment. Je vous ai parlé tout à l'heure de cette façade. Elle n'était pas la seule à s'opposer à ma clairvoyance, à l'apaisement et à la prise de distance. Il y avait un faisceau d'éléments concordants. Pas assez, cependant, pour m'apparaître comme la métaphore de mes difficultés. Il le deviendrait dès le lever de soleil consommé. Pour contourner cet immeuble, j'avais le choix. Je pouvais prendre à droite ou à gauche. Mais derrière chacune de ces situations se trouvaient d'autres choix. Fallait-il partir d'un côté ou de l'autre ? La ville ne m'était alors plus qu'un labyrinthe parsemé de dilemmes dont la somme créait en mon fort intérieur une angoisse certaine. Une incapacité à déterminer ce que je pouvais faire brouillait systématiquement mon regard et rendait opaque la conséquence de chacun de mes arbitrages. Non, je ne faisais pas rien, mais le choix d'aller à droite ou à gauche était réalisé plus par dépit que par la claire possibilité de comprendre les conséquences de mes décisions. Je n'étais pas dans la procrastination, j'agissais, mais comme si je le faisais avec une boussole déréglée ou qui me paraissait bien trop aveugle pour donner une quelconque rationalité à l'ensemble de ma trajectoire. Je pourrais peut-être utiliser aujourd'hui le terme d'errance, même s'il ne retrouve pas strictement tout ce qui se passait. Selon les moments, j'avais l'impression de faire quelque chose et quelques choix éclairés et de reprendre possession de mon libre arbitre. Mais il ne s'agissait finalement que de tourner à droite ou à gauche. Et cela ne s'inscrivait aucunement dans le projet d'atteinte d'une hypothétique destination finale. C'est pour cela que je vous parlais d'errance. J'avais l'impression de reprendre du pouvoir d'agir à un carrefour ou à un croisement, mais ce n'était qu'une sensation temporaire, et la cohérence de mes actes ne s'écrivait alors que dans de courtes éclaircies, sans lucidité globale. Dans la situation que je vivais, s'entremêlaient des problématiques professionnelles dont l'impact rejaillissait sur ma vie personnelle. Je dois dire que l'inverse fonctionnait aussi, et ma disponibilité dans le quotidien ne faisait bien souvent qu'entretenir les difficultés que je rencontrais dans mon métier. Mon appréhension de ce que je vivais se noyait dans les détails ou les généralisations qui pour certaines me faisaient culpabiliser ou me donnaient l'impression d'être incapable de comprendre la complexité de mon vécu. La ville s'élevait autour de moi. Ses méandres insondables se resserraient chaque jour un peu plus, dans un entremêlat de croisements oppressants.
J'étais au cœur d'une imbrication anarchique de béton, d'électricité et d'âme qui s'épaississait et se densifiait à chaque respiration. Sa croissance vertigineuse m'étouffait peu à peu, sans n'offrir aucune perspective d'en délier un jour la toile. C'est cet amalgame indigeste et oppressant qui explosa ce matin-là, sur le pont d'un bateau qui, comme toutes les semaines, reliait des terres éloignées. En arrivant dans la baie, je fus émerveillé par la ligne harmonieuse que constituait en contre-jour le sommet des immeubles. Ce qui m'était apparu comme un entrelac anxiogène composait désormais une structure esthétique. Je ressentis à cet instant un apaisement violent. Un flash de conscience lui succéda rapidement. Il m'apparaissait tout d'un coup évident qu'au-delà du contexte, c'était bien la façon de regarder la ville qui crée une réalité. À cette arrivée en bateau, c'est une autre vision qui s'imposait. Ni l'une ni l'autre de ces réalités n'était supérieure. Elles n'en étaient que des facettes que mon esprit avait architecturées. En cet instant, les pensées qui me vinrent à l'esprit me permirent de bousculer, voire d'anéantir de longs mois de réflexion dont la plupart étaient parés de noir. Mon esprit vagabonda ainsi, accompagnant ma contemplation de la ligne urbaine qui ressemblait étrangement à un paysage collinaire boisé, loin du béton au cœur de mes angoisses. Au fur et à mesure de la montée du soleil, la perspective changea à nouveau. Au contre-jour succéda l'apparition de détails. En me rapprochant du port, je pouvais petit à petit reconnaître chacun des immeubles qui avaient fait naître, il y a si peu, mon sentiment d'impuissance. Le bateau mit du temps à accoster. Mon fil de réflexion se déroulait comme une pelote qui trouverait enfin la recette pour devenir, cette fois, un fil linéaire. Cette arrivée par la mer était-elle une version moderne de l'allégorie de la caverne ? Ces immeubles n'étaient-ils donc que les ombres d'une réalité dont il fallait s'extraire pour en comprendre la logique ? Je réfléchissais, et plus je sentais que cette explication était trop simple. L'ouverture des portes du bateau m'interrompit à ce nœud réflexif. Quelques jours, et nuits aussi, plus tard, je pris le temps de réfléchir. Je m'offris cette possibilité car depuis cette arrivée par la mer, mon regard avait changé. Les immeubles étaient à la fois imposants et si peu insurmontables. En reprenant l'allégorie de la caverne, je conclus qu'il n'y avait pas une ombre d'une réalité réelle, mais que toute réalité n'était que l'ombre que l'on voit de là où nous sommes. En d'autres termes, il s'agissait d'une perception de phénomènes et dont aucun n'assurait une quelconque objectivité. Au contraire de Platon, il m'apparut comme très net que celui qui sait est le sujet, et j'étais celui-là. Il n'y avait de caverne que celle que nous construisons. Enfermé dans une vision complexée par rapport à mon environnement, je lui avais attribué des pouvoirs qui au final n'étaient que ceux que je lui concédais. Non, ne croyez pas que j'avais acquis une puissance telle qu'elle me permettait de radicalement transformer mon écosystème. Mais en changeant mon rapport à lui, je reprenais du pouvoir d'agir et la possibilité de ne plus subir, tout du moins de mesurer les territoires d'opportunités qui pouvaient s'ouvrir. Je le faisais aussi sans illusion sur le fait que je puisse tout seul changer avec autorité le monde. On change seulement et temporairement son monde. Ce n'était pas dénué d'espoir, mais plutôt d'une lucidité sûrement plus fonctionnelle pour agir, lâcher prise et regarder les buildings à hauteur d'homme. C'est à l'occasion d'une nuit agitée que je me mis à m'imaginer être un oiseau. Vu d'en haut, cette ville n'était plus qu'un gigantesque labyrinthe, dont la complexité, pour celui qui ne prend d'altitude, aurait pour stricte symétrie la simplicité pour celui qui en possède le plan. Aujourd'hui, je remercie cette arrivée par la mer. J'exprime ma gratitude au soleil qui prit le temps de ne sortir qu'après m'avoir offert l'ombre chinoise la plus inspirante qui puisse. Elle m'avait révélé ce que j'étais au monde en cette période troublée. Je n'avais pas posé de concept sur ce que j'avais vécu. Une compréhension diffuse en émergeait. Je percevais bien qu'il était question de distance, de point de vue et de focale, une combinaison de mouvements au service d'une lucidité inédite. Je sentais en moi la pointe excitante d'une petite émancipation en germe. Dans l'intrication de ce que je vivais et de mes réflexions,
Il me fallait garder une lucidité. Je vous ai dit tout à l'heure que je ne changeais pas le monde. Pourtant, j'étais en interaction avec lui. Et en me changeant moi, je changeais bien sûr tout ce qui m'entourait. Il y avait aussi cette réflexion sur les réalités. Je n'étais pas devenu un relativiste et tout ne se valait pas. Mais le point de vue que j'adoptais devenait essentiel dans ma façon d'appréhender le monde. Je sentais aussi que ce petit sentiment de puissance ne pouvait m'extraire des lois de la physique. J'étais toujours sujet au déterminisme matériel et aucune métaphysique ne m'en préservait. Pourtant, mes réflexions me laissaient envisager et explorer un territoire qui semblait être celui du libre arbitre. Toute cette architecture de pensée fut passablement ébranlée à la lecture d'un texte dont je vous partage ici l'extrait. Dans un écosystème où s'imposent de fortes interdépendances, nous devons nous méfier du sentiment de toute puissance que nous confère la prise de distance que nous opérons. L'hyper-responsabilisation individuelle peut nous aveugler quant à l'impératif de nourrir les collectifs susceptibles de transformer le monde. Si le développement d'une réflexivité semble être une condition nécessaire, gardons à l'esprit qu'elle n'est pas suffisante. Je compris, puis avec le temps, je finis aussi par accepter que le chemin ne faisait que commencer. Il existait d'autres villes et quelque part d'autres mers pour y arriver.